Digital Congo, la télévision numérique. À la une de l'actualité, constitution d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo, les consultations débutent le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Elles pourront durer plus ou moins 2 semaines. Inquiétude, peur et incertitude pour les populations de Goma, Nyiragongo et Rutshuru au Nord Kivu. Le volcan Nyamulagira est à nouveau en éruption et ce depuis près de 48 heures. Même si ça prend directement la direction du lac et non sur les habitations, les poussières qui en découlent sont nuisibles, rappellent les volcanologues. Et puis assassiné il y a quelques semaines à Goma, la dépouille de l'artiste et activiste Katembo Vini Wasiki Delphin, alias Delcat Idengo, a été acheminée à Beni via Butembo après Goma. Une foule immense l'attendait pour des hommages. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à toutes et tous à cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Elles prendront plus ou moins 2 semaines. Les consultations politiques annoncées par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de la composition d'un gouvernement d'union nationale. L'annonce a été faite ce samedi 22 mars 2025 à Kinshasa au cours d'une conférence de presse par le biais du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele Eberand, représenté par son directeur de cabinet, le professeur Espoir Massamanki. Et la date du lancement de ces consultations est annoncée pour le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. En croit le professeur Espoir Massamanki, ces consultations vont concerner la classe politique de toutes tendances confondues, notamment la majorité présidentielle réunie au sein de l'Union sacrée de la nation, également l'opposition politique, parlementaire et extra-parlementaire. Fifi Kouchipon. La formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui veut l'apport de toutes les parties, opposition comme majorité, dans la gouvernance et la gestion de la chose publique. Mais au préalable, il faut consulter toutes les catégories selon les critères révélés par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberand Kolongele, à travers son directeur de cabinet, Espoir Massamanki, avec à la tête des gens qui militent pour la conservation de l'intégrité territoriale telle que nous léguée par nos ancêtres. Au cours d'un point de presse ce 22 mars, Espoir Massamanki a annoncé le début des consultations politiques pour ce lundi. Selon lui, le conseiller spécial du chef de l'État a déjà identifié les personnes à consulter et le président honoraire Joseph Kabila répond aux critères. Dans le mot que j'ai lu, il est dit clairement que les anciens présidents, plutôt les anciens présidents des institutions et chefs des corps. Le président de la République est une institution. Et donc le président Kabila, pour avoir été président de la République, il fait partie de cette catégorie qui a été bien énumérée dans le mot de monsieur le conseiller spécial en matière de sécurité. En cas de demande,
Il est tenu de contacter le cabinet du conseil spécial du chef de l'État pourvu de se ranger dans la logique du président de la République. Aux opposants qui ne s'inscrivent pas dans la démarche, ils devraient savoir que l'appel est lancé à tous ceux qui veulent l'intérêt du pays et le respect de la Constitution. Toujours dans l'actualité, sachez que la cité de Moba ainsi que les villages du territoire de Moba ne sont pas sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23. L'administrateur du territoire de Moba, Victor Kanfoua, a rejeté les allégations distillées sur les réseaux sociaux faisant état d'une invasion de Moba par les M23. Victor Kanfoua a pour se faire appeler ses administrés à vaquer librement à leurs occupations. Commentaire Papi Boabouy. Aucun village du territoire de Moba est passé sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. L'administrateur du territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, a tenu à démentir cette fausse information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Pour Victor Kanfoua, la situation sécuritaire est calme dans son territoire, rejetant ainsi en bloc les informations faisant état d'une prétendue invasion de Moba par les rebelles de l'AFC M23. Nous avions fait la ronde de la cité de Moba, le calme. Il n'y a même pas eu crépitement de balles, il n'y a même pas eu d'affrontement. Donc il faudrait que la population sache que nous sommes combattus dans plusieurs sens, il y a plusieurs fronts. Là, c'est une guerre médiatique qui s'instaure dans notre territoire. Là où quelqu'un se réveille le matin, il cherche une vidéo, des images antiques, où peut-être les gens étaient en train de fuir la pluie, et ils balancent ça et ils disent que Moba est tombé. C'est faux, Moba n'est pas tombé, Moba ne sont pas en guerre. Moba, nous vivons comme toujours, la paix règne et la population va librement à leurs préoccupations ou à sa préoccupation. Donc ce sont des rumeurs, heureusement que vous l'aviez déjà dit que ce sont des rumeurs de mauvais goût. Donc la population est là et la situation est tellement calme, pas seulement relativement calme, et calme. Victor Kanfoua a invité ses administrés à la vigilance afin de dénicher les ennemis de la paix. Et puis on parle également du calendrier, des matières pour la session de mars qui a été adoptée au Sénat lors de la plénière de vendredi 20 mars. Et les sénateurs qui ont également procédé à la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, entendez dans la province du Nord-Kivu et celle de l'Ituri. Mais bien avant la plénière, le président du Sénat a eu une séance de travail avec les sénateurs membres des groupes parlementaires de l'Ituri, Tanganyika, Maniema et Sud-Kivu. Le compte rendu avec Lisette Kenga. Le président a daigné d'abord recevoir les groupes provinciaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de Tanganyika pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la situation sécuritaire présentement dans ces différentes entités. Et nous avons eu un échange très riche et approfondi et qui a conduit à ce que la commission défense et sécurité du Sénat puisse se mettre à l'œuvre afin d'inviter à ces séances les différents ministres concernés, notamment celui de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice, du budget et des finances, pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous sommes en train de perdre autant de territoires. Et pourtant, le Congo, notre pays, a une armée forte. Et nous voulons comprendre, après toutes ces audiences, là où les choses sont en train de ne pas bien marcher, afin que le Sénat de la République puisse amener le plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'enfin on puisse améliorer l'état de la situation. Nous avons eu à écouter le vice-ministre de la Justice qui est venu présenter le projet de loi portant sur la prorogation de l'état du siège. Et ensemble, les sénateurs ont adopté cette prorogation à la demande expresse du chef de l'État. Nous avons adopté à l'unanimité
tout en demandant à ce que la Commission défense et sécurité puisse poursuivre les travaux en invitant les ministres que j'avais précités concernés sur les questions de sécurité dans notre pays. Et puis cette nouvelle sur la sécurité, plus de 200 miliciens du groupe armé Codeco auraient été tués lors d'affrontements avec l'armée ougandaise, l'UPDF, à Fataki dans le territoire de Djougou. C'est ce qu'a annoncé l'UPDF dans un communiqué rendu public vendredi. Côté ougandais, donc le colonel David Biaruhanga, commandant de la 409e brigade, a succombé de ses blessures après les combats aux côtés des blessés évacués vers l'Ouganda depuis la ville de Bunia en Ituri, Vérité Johnson. Les combats qui ont duré des jours ont fait 242 morts parmi les rangs de la Codeco selon les forces ougandaises. Le porte-parole intérimaire de l'UPDF, le colonel Chris Magezi, a précisé que le milicien, lourdement armé, avait lancé des attaques contre des positions ougandaises le 18 et le 19 mars 2025. Le bilan est lourd, 31 miliciens tués le premier jour et 211 le deuxième. Côté ougandais, le colonel David Biaruhanga, commandant de la 409e brigade, a succombé de ses blessures après les combats. 4 autres soldats ont été blessés et évacués vers l'Ouganda, poursuit les médias ougandais. La situation reste tendue à Fataki, où des sources non officielles rapportent que des accrochages persistent encore entre l'UPDF et les miliciens de la Codeco. Rappelons que la Codeco est accusée de massacrer des civils, principalement des femmes et des enfants depuis fin 2017. L'armée ougandaise est quant à elle présente en Ituri dans les cadres d'opérations conjointes FARC-UPDF. Sur X, les commandants UPDF n'ont cessé de menacer d'attaquer cette milice des Codeco pour mettre à l'abri les civils. Pour l'instant, aucune réaction officielle n'a été émise par les autorités congolaises concernant ces affrontements. Si le terrain, les tensions restent vives et la mort du colonel Biaruhanga représente une perte significative pour l'armée ougandaise, les opérations se poursuivent dans une région marquée par des années de violence et d'instabilité. Au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres, laquelle a été présidée par la première ministre, chef du gouvernement, le ministre de la formation professionnelle, Maître Marquet Kilali Kombo, a fait part au Conseil de l'état d'avancement des réformes amorcées dans son secteur, faisant le point sur l'état d'avancement de quelques réformes entreprises depuis son avènement à la tête de ce portefeuille du gouvernement. Il a notamment cité la nécessité de la révisitation du cadre et structure organique du ministère de la formation professionnelle. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Le ministre de la Formation professionnelle a fait le point sur l'état d'avancement des quelques réformes entreprises dans son secteur, dans l'optique de créer une adéquation emploi-formation pour une main-d'œuvre qualifiée. À ces sujets, il a évoqué la prise d'actes réglementaires pour notamment régenter l'organisation, le fonctionnement des établissements publics et privés, des fonctionnements professionnels, fixer les modalités des évaluations de fin de cycle des différentes formations professionnelles, déterminer les modalités d'élaboration des normes nationales de qualité, des référentiels nationaux et d'homologation de programmes de formation professionnelle. Parlant de la révisitation du cadre et structure organique de son ministère, il a précisé qu'une équipe est à pied d'œuvre en vue d'adapter aux réalités du monde professionnel et de les doter des services des certifications professionnelles. Bien plus, pour combler l'absence du cadre programmatique sectoriel, les drafts 0 de la politique nationale de la formation professionnelle est déjà élaboré. Il vise une meilleure structuration des efforts pour éviter la duplication des actions, maximiser l'impact des interventions et instaurer une responsabilité collective des acteurs du secteur à travers les actes prioritaires tracés. À propos du financement de la formation professionnelle qui exige des moyens colossaux, les options innovantes ont été identifiées afin de parvenir dans une démarche participative de certaines structures étatiques intervenant dans les secteurs. Le ministre de la Formation professionnelle a sollicité la mise en place d'une commission pluriministérielle dont relève chaque structure en vue d'approfondir l'examen de la question aux fins de présenter sous forme d'un dossier des options et des solutions à proposer à l'issue de ces travaux. Le Conseil a pris acte de sa note d'information.
Un plan stratégique pour améliorer le climat des affaires en RDC. Voilà l'objet de la réunion de haut niveau présidée jeudi dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la province du Tanganyika Christian Kitungwa Muteba y a également participé. C'était par visioconférence. Le but est de parvenir à la transformation structurelle de l'économie de la République démocratique du Congo. Suivez. Le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a pris part ce jeudi 20 mars 2025 par visioconférence à une réunion de haut niveau portant sur le plan stratégique d'amélioration du climat des affaires en vue de la transformation structurelle de l'économie. Cette rencontre présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis de discuter des enjeux majeurs relatifs à la croissance économique et à l'attraction par la République démocratique du Congo des investisseurs. Mais sans vouloir faire une entorse au protocole, est-ce qu'on peut encore retenter pour entendre un ou deux gouverneurs? Ce serait dommage. Les débordements au niveau de la Lukuga. Et la Lukuga, c'est pratiquement au centre-ville de Kalemi. Il faut aussi faire comment est-ce qu'on appelle là. Au cours de la réunion, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a présenté les défis auxquels fait face sa province et les efforts entrepris pour surmonter les obstacles et favoriser le développement local. Et avec les efforts que nous avons eu à fournir avec la Banque mondiale, déjà nous aurons des murs de soutènement et des digues qui seront construites parce que le fonds est déjà disponible pour le Tanganyika et le Sud Kivu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur la nécessité de créer un environnement propice à la fois sain et attractif pour les investisseurs, condition sine qua non pour une transformation durable de l'économie nationale. Et puis le monde a célébré ce samedi 22 mars la journée mondiale de l'eau. La journée est célébrée alors que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, connaît des sérieux problèmes de desserte en eau. L'eau ne coule plus des robinets dans plusieurs quartiers, obligeant même des nombreux Kinois à utiliser l'eau de forage ou des puits de fortune. La célébration de cette journée doit donc interpeller les autorités, estiment plusieurs Kinois. Le commentaire ici est signé Papi Boaboui. Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d'habitants, a des défis d'approvisionnement en eau potable de qualité. Aujourd'hui, l'accès à l'eau potable à Kinshasa, capitale de la RDC, reste un sérieux problème pour de nombreux ménages. Chaque jour, des Kinois traversent des avenues, parfois des communes, à la recherche de l'eau potable, car de nombreux quartiers de Kinshasa ne sont pas desservis par l'eau de la Régie des eaux, ce qui oblige les Kinois à recourir à l'eau de forage ou des sources non sécurisées, souvent polluées. Mai liboso banda kumebimaka susu te tokoma kaka mai tosombaka soko ke kona utpesi 1000 francs na libulu otoki 1 mois ou bien okeko somba na fourrage na cantine 200 francs. Régie des eaux aboya biso mai ezalaka te meba ya kotika ka facture mais tozana mai te tokoma kosalela mai ya mabulu. Maya mabulu tokoma komela maya nkelo tokene toka kango na zamba wana toyebi te résident zo ayebi biso obi ayebi biso te. Selon plusieurs observateurs, l'une des principales raisons de cette pénurie est l'insuffisance des infrastructures. Les réseaux de distribution d'eau sont aujourd'hui obsolètes et surtout mal entretenus. La journée mondiale de l'eau, célébrée ce 22 mars, doit en principe pousser les autorités congolaises à mettre en place des solutions durables pour garantir un accès équitable à l'eau potable pour la population de Kinshasa et aussi celle de l'arrière-pays. Une journée qui n'est pas passée inaperçue à Butembo ce samedi 22 mars 2025. Les opérateurs intervenant dans le secteur de l'eau se sont réunis et ont réfléchi sur la problématique d'exploitation des eaux souterraines par forage en ville de Butembo. Regardez. Dans la salle de réunion de la Régie des eaux Butembo, les participants, une trentaine venus des différentes associations œuvrant dans le secteur de l'eau,
ont échangé sur la problématique d'exploitation des eaux souterraines par forage, enjeux et impact sur la ville. Cet exposé a été présenté par M. Joseph Sabouni, responsable de l'association des usagers des réseaux d'eau potable Azureb, ville de Beni, qui a donné quelques innovations de la ville sœur de Beni par rapport à celle de Butembo. À Beni, on a déjà réglementé les prix par puisage, c'est 100 francs par bidon. Tous les opérateurs, ils sont obligés de respecter les prix-là. Nous parlons le même langage avec la régie des eaux. Nous parlons le même langage. Quand il y a des problèmes, on se met, on convoque des réunions souvent. Les participants à cette manifestation ont visité l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux de Makamba, située à 1815 mètres d'altitude. Ils ont visité le laboratoire d'analyse physico-chimique et bactériologique, la tour de mélange de sulfate à l'eau et autres. Un sentiment de satisfaction exprimé ici par l'un des participants. Une fois des nouvelles par rapport à la technicité qui s'est faite, je crois déjà avec cette visite, nous sommes en train de nous peser et de voir encore une fois donner du respect à la régie des eaux, que ce sont vraiment nos mamans qui doivent continuer à nous accompagner pour que nous soyons aussi capables de donner l'eau potable. Le chef de l'énergie et ressources hydrauliques de la ville de Butembo se réjouit de la journée célébrée ce jour. Si les opérateurs trouvent que les analyses physico-chimiques et bactériologiques qui sont faites au niveau du laboratoire de la régie des eaux sont de bons examens et donnent de bons résultats crédibles, et nous avions souhaité que tout point d'eau de la ville de Butembo, tout opérateur soit obligé de passer par ces laboratoires afin que nous ayons la garantie sur la qualité de l'eau dans la ville. Surtout nous rassurer que l'eau qui est distribuée à la population et qu'elle remplit toutes les conditions de potabilité selon les normes de l'OMS. Précisons qu'une coordination WASH est projetée prochainement à la ville de Butembo par rapport à l'expérience de la ville de Beni. Et puis c'est ce samedi 22 mars qu'avait été décidé comme date de départ du salongo ou d'assainissement obligatoire dans toute la ville de Kinshasa. Pour ce faire, votre rédaction a fait le constat sur l'avenue Kasavubu dans la commune de Kinshasa. Rien n'a été fait à l'occasion, malgré le go donné. C'est un reportage de Tishik Sambi. Il est 10h15, c'est samedi 22 mars, sur l'avenue Kasavubu dans la commune de Kinshasa. L'état d'immondice qui jonche ces tronçons traîne encore. Plus loin, au croisement des avenues Kasavubu et Lac Mouero, le constat reste le même. Mais plus grave, les déchets sont rassemblés sur cette voie comme une poubelle publique, gênant ainsi le passage de véhicules contraints de rouler à sens alterné. Pourtant, dans un communiqué du 11 mars 2025, le ministère provincial en charge de l'environnement, propriété publique et embellissement de la ville avait décidé l'instauration d'un salongo pour tous les habitants de la ville de Kinshasa à dater de ce samedi 22 mars de 8h à 11h. Sur le terrain, aucune mobilisation n'a été remarquée à la dimension des attentes du gouvernement provincial. Certaines personnes interrogées appellent à la prise de conscience des autorités. L'opération Salongo n'a pas eu lieu aujourd'hui. Les déchets que vous voyez ont été abandonnés depuis qu'on a curé les caniveaux. Je demande aux autorités de s'impliquer de manière active pour lutter contre le problème d'insalubrité dans la ville. Les journées de samedi, la police prend de l'argent des gens qui vendent dans la rue, mais pour les surveiller les travaux, non, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de suivi. Non, normalement, Salongo est zati. Il n'y a pas eu salongo. Les agents de l'ordre prennent de l'argent auprès des commerçants, mais en réalité, ils ne font rien. J'appelle les autorités au respect de cette mesure. Pendant plusieurs années, le salongo était monnayé. Beaucoup de commerçants avaient l'habitude de corrompre les agents de l'ordre pour les épargner du salongo. Pour plusieurs Kinois, la reprise effective de ces salongos nécessite non seulement une prise de conscience et surtout une sensibilisation.
Et dans la province du Nord Kivu, entre inquiétude, peur et incertitude, les populations de la ville de Goma, de territoire de Nyiragongo et de Rutshuru n'ont toujours pas de précision sur l'évolution de l'éruption du volcan Nyamulagira. Cette montagne de feu est entrée en éruption il y a 48 heures. La lave s'est déversée dans le parc national de Virunga, détruisant la faune et la flore sur son passage. D'après un volcanologue de la place, le volcan Nyamulagira a toujours pris la direction du parc national de Virunga et ses conséquences négatives ne touchent pas directement la ville de Goma, à l'exception des poussières qui pourraient prochainement être visibles. Ils ajoutent, ces experts volcanologues, que ces poussières sont nuisibles pour la santé. Pour l'heure, l'éruption s'est poursuivie et l'observatoire volcanique de Goma n'a donné aucune nouvelle. La dernière éruption remonte au 18 avril 2018. Bien avant, c'était du 27 novembre 2016 au 2 mai 2017 avec la formation d'un lac de lave. Et en sport, une légende mondiale s'est éteinte. Il s'agit de la légende de la boxe poids lourd, George Foreman. Il est décédé vendredi à l'âge de 76 ans, selon sa famille. Surnommé Big George sur le ring, il a eu une carrière exceptionnelle qui a duré plusieurs décennies, remportant notamment la médaille d'or aux Jeux Olympiques et des nombreuses ceintures de champion. Foreman a connu des moments forts et des défis tout au long de sa carrière, notamment sa défaite, vous vous souviendrez, face à Mohamed Ali lors du célèbre combat à Royal in the Jungle en 1974 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'époque du Zaïre. So Rodriguez coming inside more than Dundee would want. He's open. There's a shot. A left hook catches him. Le monde de la boxe est en deuil. Il pleure, l'un des boxeurs emblématiques de notre temps. And once again, heavyweight champion of the world, Big George Foreman. Of 1968 in the Mexico City Arena. L'histoire retiendra surtout ce magnifique combat contre Joe Frazier et Mohamed Ali. It is target practice. Frazier is ready to go again. Joe is standing. There he goes 3 times. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. Mais aussi son titre olympique et ses couronnes des champions du monde. Issu d'une famille vivant dans des conditions peu commandes, George Foreman naquit à Texas en 1949 avant de connaître une enfance difficile à Houston. Pétri de talent, le jeune George Foreman s'initie à la boxe amateur avant de taper dans l'œil des dirigeants qui les présélectionnent pour représenter les États-Unis à Mexique lors des Jeux Olympiques de 1968 où il remporte l'or dans la catégorie des poids lourds. Les années 69-72 sont celles d'une terreur qui l'étale sur son passage. Au soir du 22 janvier 1973, il combat contre le célèbre Joe Frazier pour le titre mondial qu'il gagne et garde sa ceinture jusqu'au soir où il est invité à se battre avec Mohamed Ali le 14 octobre 1974 au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Ce combat sera l'un des plus médiatisés de l'histoire. En 1976, George Foreman remporte majestueusement son combat contre Ron Lee. Ce face-à-face sera déclaré comme le combat de l'année. Alors âgé de 28 ans seulement, Foreman décide de prendre sa retraite et de devenir pasteur. Et avant sa disparition intervenue hier, George Foreman est apparu dans plusieurs films et documents. C'est donc à l'âge de 76 ans que cette figure légendaire de la boxe s'est éteinte. Finalement, la dépouille de l'artiste révolutionnaire Katembo Vini Wasiki Delphin, alias Delcat Idengo, a quitté Goma pour Beni via Butembo ce samedi 22 mars. C'est après avoir été assassiné à Goma par des éléments supposés appartenir au mouvement du 23 mars le 13 février 2025. L'émotion a été grande dans cette zone dont le défunt est originaire. Mervedi Calmer était là et nous en donne d'autres détails. C'est après des hommages mérités en ville commerciale de Butembo que le corps de Delcat Idengo a été acheminé en région de Beni, son milieu natal où se passeront les obsèques. Même dans les cercueils, il a traîné des foules.
Dorénavant, le programme de son enterrement a été déroulé par l'un des membres du comité chargé d'organiser les funérailles. À 11h, nous prenons la route Beni. Et vers 12h, nous serons à Oicha, chez lui à la maison. Et après, nous allons remettre les corps de notre héros dans la morgue à Beni. Et les deuils s'organisent chez lui à Oicha. Chez lui à Oicha. Nous profitons à remercier toute la population, chacun à son niveau, qui a tout fait pour que les corps soient là. Mais soyons quand même calmes, très posés. Quand on est à deuil, on ne se bagarre pas. Le rapatriement de la dépouille de cet artiste révolutionnaire de Goma pour Beni était plus qu'une priorité pour plusieurs. Nous sommes très contents de retrouver le corps de notre frère Idengo. Bravo aux jeunes patriotes, bravo à ceux-là qui sont venus de Goma jusqu'ici, et même ceux-là qui sont venus de Beni jusqu'ici. Plusieurs sources renseignent que Delcat Idengo a été assassiné alors qu'il était en plein tournage du clip de sa dernière chanson dénommée Bundu Kizakwetu, traduit en français Armes de chez nous, hostile à la rébellion. C'est après la sortie de la prison de Monzézé où il était incarcéré pour la deuxième fois pour ses dénonciations directes. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Digital Congo, la télévision numérique.